Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Depuis une semaine, la Bretagne enregistre des inondations et une montée des eaux historiques à la suite d'importantes précipitations. Des crues qui touchent principalement l'Ille-et-Vilaine et la région rennaise. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts et essayer de sauver ce qu'ils peuvent. On fait le point dans ce journal avec notre partenaire TVR à Rennes. Un mois après le passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte en décembre dernier, des chaînes de solidarité s'organisent partout en France pour venir en aide à la population mahoraise. C'est notamment le cas de 9 agents d'un réseau électrique de Metz qui ont accepté de partir sur l'île pour aider à rétablir l'électricité. Notre partenaire Moselle TV nous expliquera cela dans un instant. En plein essor depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle s'impose comme un outil indispensable dans le monde professionnel. Faut-il le craindre? C'est la question que s'est posée notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, qui a pu assister à un atelier de formation organisé à Beauvais. Et puis en fin d'édition, nous découvrirons Guy, un passionné de train qui s'est offert, et oui, une gare. Notre partenaire La Dépêche du Midi a pu le rencontrer chez lui dans le Gers pour nous parler de sa maison transformée en musée. Et puis, pour démarrer ce journal, l'Ille-et-Vilaine connaît depuis une semaine des crues historiques. Les fortes précipitations et la montée des eaux ont provoqué d'importantes inondations dans la région rennaise. Des centaines de personnes ont dû quitter leur logement inondé sur ordre des municipalités pour des questions de sécurité. Notre partenaire TVR s'est rendu à Pont-Réan, commune au sud de Rennes. Regardez. Ici, dans la rue de Louvain à Pont-Réan, la circulation a été coupée. Certains ont quitté leur foyer, d'autres se débrouillent pour accéder à leur maison. Ces petites filles, elles, ne sont pas allées à l'école aujourd'hui. L'établissement Sainte-Marie est inondé. Il accueille habituellement 100 élèves et 9 enseignants. L'urgence a été de réquisitionner des parents pour tout monter au moins avec des parpaings dans l'école. Mais personne ne s'attendait à ce que ça monte encore plus haut. Donc là, je ne sais pas au niveau des dégâts à l'intérieur ce que ça va donner, mais ça a dû passer les seuils de toute façon. Ce qui nous embête, c'est que l'école venait d'être rénovée, les sols, peinture. Fin des travaux, c'était novembre. Donc la dernière classe venait d'être livrée. Et là, on risque de tout recommencer et tout refaire. Une centaine de mètres de là, les services de la ville sont en action dans le centre de Pont-Réan. Le niveau d'eau monte rapidement. Décision a été prise d'inciter les habitants à quitter leur foyer. Quelqu'un peut prendre le chien, j'emmène le chien là-bas. Attendez, bougez pas, restez là pour l'instant. Ils veulent tous que je parte de ma maison, je suis obligée, alors que j'avais pas du tout envie, mais bon. Ils vont couper l'électricité. Ici à Pont-Réan, les crues vont continuer de monter pour atteindre un record égal, voire supérieur à celui de 2001, qui était de 4,75 m. Et puis le mauvais temps peut aussi l'amener. Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe. Alors que les cas de grippe hivernale se sont intensifiés ces dernières semaines, la campagne de vaccination contre la grippe se poursuit jusqu'au 28 février prochain. Plus de 250 000 doses de vaccins ont été mises à disposition par Sanofi pour pallier les pénuries. Notre partenaire Vosges TV prend le pouls de la situation dans une officine et un cabinet médical. Regardez. Selon Santé publique France, l'épidémie de grippe s'intensifie et n'épargne pas les Vosges. Les pharmacies, comme cette officine à Saint-Dié, ont pu bénéficier des 250 000 doses de vaccins supplémentaires mises à disposition récemment sur le territoire national par le laboratoire Sanofi. Nous, on a suffisamment de réserves. Je pense que beaucoup de pharmaciens doivent en avoir encore, mais certaines pharmacies, effectivement, sont arrivées à la rupture. L'État rappelle que la campagne de vaccination se poursuit jusqu'à la fin du mois, cibler les personnes âgées et vulnérables. Mais d'après une recommandation de la Haute Autorité de Santé, le vaccin est proposé dès l'âge de 2 ans. J'ai un mari qui est malade, donc j'ai fait mon vaccin contre la grippe. On a vraiment une très très forte augmentation de la vaccination sur le mois de janvier. Elle était cohérente par rapport aux autres années sur les mois depuis le mois d'octobre. Une personne vaccinée peut faire la grippe, mais elle la fera de façon beaucoup moins forte. En France, la couverture vaccinale des plus de 65 ans est de 56%. Ce taux descend à 25% pour les plus jeunes. La défiance pour la vaccination perdure ainsi que la banalisation d'un virus qui tue 8 à 12 000 personnes par an. La semaine dernière, 7% des décès ont été causés par la grippe. Non, je ne suis pas vacciné. Pourquoi ?
Parce que j'ai pas envie. Parce qu'on en a assez des vaccins, de la Covid, ça suffit. On a peur des vaccins. Avec la Covid, là, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, en fait. Dans ce cabinet médical des Audaciens, les consultations pour la grippe concernent tous les âges. Les principaux cas de grippe qu'on voit arriver, ce sont souvent des enfants et des jeunes, parce que c'est une population qui n'est pas vaccinée, qui vit en collectivité. Quelques personnes âgées non vaccinées, ce qui est relativement rare chez moi dans les patients chroniques que je suis, parce que je pousse beaucoup à la vaccination. Alors qu'un froid sec est préférable, l'humidité et les fêtes de fin d'année auront, selon ce médecin, favorisé la circulation du virus, qui rappelle également que le respect des gestes barrières et le port du masque sont essentiels pour se protéger des pathologies de l'hiver. Après le passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte en décembre dernier, les dégâts sont considérables, vous le savez, et une grande partie de l'île a été quasi rasée. Privés d'électricité, d'eau ou encore de denrées alimentaires, les Mahorais tentent de reprendre une forme de vie normale. Des mouvements solidaires se sont lancés un peu partout depuis l'Hexagone pour venir en aide à Mayotte. Et depuis le 21 janvier dernier, 9 agents du réseau de distribution d'électricité de Metz ont accepté de s'envoler pour l'île pour rétablir le courant sur place. Martin Puache et Mathéo Philippe, de nos partenaires Moselle TV, ont pu les rencontrer avant leur départ. Écoutez. Un engagement solidaire. Ces 9 agents gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité s'envolent pour Mayotte. Et tous sont volontaires. Moi j'y vais parce que j'ai un âge où j'ai encore envie de faire des choses et puis de m'éprouver un peu, donc c'est l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Ici on tombe vite dans la routine, on a un réseau qui est relativement fiable, on a des méthodes de travail qui sont bien rodées. Et c'est à Petite Terre, la seconde île de Mayotte, que l'équipe travaillera, dans les 2 villes de Dzaoudzi et Pamandzi notamment. On est basé ici, on travaille ici. On va dormir à la centrale de Badamier, qui est la centrale thermique ici, qui est sécurisée. 29 000 habitants, ça doit faire à peu près 10 000 clients. Donc 10% à peu près encore à réalimenter. Pour rétablir l'électricité, tout le matériel nécessaire est emporté, soit 4 sacs de 23 kilos. J'avoue que c'est un peu de la découverte, on verra sur place. On voit des photos, on voit des vidéos, on voit des choses. J'ai eu des gens de Strasbourg au téléphone, voilà, ils m'ont dit que c'était compliqué de travailler. Il fait très chaud, il fait très humide. Et pour faire face à ces difficultés d'ampleur, un ciblage bien précis des agents a été réalisé. Il fallait que ce soit des gens qui soient déjà partis en Bretagne, parce que j'avais l'expérience de la tempête Ciarán et de la Cantrésie de Domingos, en tout cas de la réalimentation suite à ces tempêtes. Il fallait que ce soit des exploitants, parce que dans l'habitude des dépannages et des tempêtes, il fallait des gens qui ont une certaine expérience pour pouvoir faire face à des situations qui vont être pas habituelles. Sur cette île, avec beaucoup de réseaux basse tension, plus de 500 branchements sont encore à relever. Une mission que devront réaliser les agents en 3 semaines. Je vous le disais juste avant, des mouvements solidaires donc, se sont lancés un peu partout en France pour venir en aide à Mayotte. C'est le cas de Kylian Guibert, professeur d'éducation physique et sportive là-bas, revenu 2 jours avant le cyclone. Depuis janvier 2024, il a mis en place des collectes pour aider ses élèves et leurs familles qui vivent pour beaucoup dans des situations très précaires. Depuis le cyclone, tout s'est accéléré, les dons sont arrivés par centaines et ce professeur reçoit toutes sortes de choses en avant se sentir utile malgré son impuissance face à ce phénomène météorologique qui a tout emporté sur son passage. L'objectif maintenant est de tout acheminer par conteneur vers Mayotte. Des images de Rudy Dayan pour notre partenaire La Provence. Et puis toujours en Outre-mer, partons désormais en Martinique. En juillet dernier, il a dû faire face à l'ouragan Beryl qui a causé d'importants dégâts, lui, dans les Antilles. Les habitants du Diamant, au sud de l'île, avaient perdu leur plage, effacée par l'ouragan. 6 mois plus tard, grâce à Mère Nature, la plage est de nouveau accessible pour le plus grand bonheur des locaux. Regardez ce reportage de notre partenaire Via ATV sur place. En juillet 2024, c'est un littoral dévasté qu'avait laissé derrière lui l'ouragan Beryl. Une fois la houle et les bourrasques passées, les Diamantinois avaient constaté avec stupeur que la plage avait simplement disparu. C'était sans compter les ressources de Mère Nature. C'est le plaisir. C'est le plaisir que pour tout le monde
La plage a retrouvé son bonheur. La plage est de retour. C'est une bonne nouvelle pour l'Office du tourisme. Cette étendue de sable, c'est l'atout charme de la commune. La plage du Diamant est l'une des plages les plus fréquentées du Sud, notamment par ceux qui affectionnent par les sportifs, les randonneurs, les visiteurs qui aiment bien ce côté ombragé. Et puis la vue magnifique sur le rocher du Diamant qui est unique au monde et qui est aussi emblématique de la Martinique. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le tourisme et très bonne nouvelle pour les visiteurs. Du côté des professionnels du tourisme aussi, on se réjouit. Selon ce restaurateur, les dégâts causés par Beryl ont eu un impact sur la fréquentation de son établissement. Alors oui, on voit la différence en termes d'affluence. Depuis que la plage est revenue, les personnes qui viennent ont de la place pour pouvoir se promener. Donc plus les gens se promènent, plus nos restaurants, nos commerces sont visibles de par la plage. Voilà, et après les excès des repas de fête, beaucoup souhaitent se remettre au sport pour retrouver une bonne hygiène de vie. Depuis le début de l'année, les salles de sport dans toute la France connaissent un pic de fréquentation et d'inscription. C'est le cas en Balagne, en Haute-Corse. Notre partenaire Télé Paésé a voulu connaître les raisons de l'augmentation de fréquentation de ces établissements. On écoute tout de suite Rémi Sanroma et Arnaud Borreguero, tous les deux coachs sportifs. Écoutez. C'est la période juste après les fêtes. En général, tout le monde s'est un peu lâché, tout le monde a bien mangé. Et c'est la période où les résolutions, où les envies, les motivations, et des gens qui motivent leurs amis et leurs familles et ils viennent avec eux. On a le mois de janvier qui est vraiment, je pense, le plus gros mois. On a beaucoup de gens qui viennent surtout maintenant pour la santé, beaucoup moins pour les excès des fêtes. On a beaucoup plus de prise de conscience en fait. Je vous en parlais dans les titres. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? À Beauvais, un centre de formation dans le domaine de l'informatique organise des ateliers gratuits sur cette thématique. Et pendant 3 heures, les participants peuvent apprivoiser ces innovations et tous les usages qu'elle permet. Mais aussi, vous allez le voir, ses limites. Un reportage de Jérôme Aubron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Je suis à Beauvais, dans cette jolie ville de France. Tu connais Beauvais ? Oui, je connais Beauvais. C'est une ville charmante, notamment avec sa cathédrale Saint-Pierre, qui a une architecture impressionnante. Au bout du fil, une intelligence artificielle. Dans la salle, des étudiants, salariés ou chefs d'entreprise, à la fois stupéfaits et perplexes. Ça va super vite, c'est surtout ce qu'on dit, c'est-à-dire aujourd'hui ça va, mais on ne sait pas dans 2 ans ça va empirer. Voilà, donc ça fait un petit peu peur, mais bon, faut aussi s'adapter. Il s'appelle ChatGPT, Mistral ou encore Midjourney et s'impose comme des outils indispensables, capables du meilleur comme du pire. Les IA sont aujourd'hui au cœur des enjeux professionnels. Dans ce centre de formation, des initiés et néophytes décortiquent ces nouvelles technologies. Vous voulez illustrer un texte, une présentation, un article et vous voulez faire un diagramme. Bon, voilà. Et bien là, il y a une IA, vous sélectionnez un texte, fait un diagramme et on a un diagramme qu'on peut insérer. On peut aussi avoir des IA qui vont analyser des données chiffrées. On va déléguer beaucoup de choses à l'IA pour rédiger, pour résumer, etc. Mais l'IA, en fait, elle peut faire beaucoup d'autres choses. Du traitement de texte à la génération d'images ou encore une traduction express. Certains voient déjà en l'IA un précieux assistant en entreprise. Ça peut simplifier un certain nombre de tâches répétitives. Au-delà de simplifier, ça peut permettre de les automatiser. Ça m'aide à avoir des nouvelles idées, ça m'aide à faire des résumés. Et ça me fait gagner du temps, en général, du temps qui est précieux et que je peux utiliser autrement. Si la formation vise à démystifier l'usage de l'intelligence artificielle, elle rappelle que la machine ne doit pas remplacer l'homme. L'humain a toujours toute sa place, c'est très important, d'autant plus avec l'IA, de garder un esprit critique, de savoir démêler le vrai du faux. Tout ce qui est généré par l'IA, il faut impérativement que ce soit relu, vérifié et corrigé par l'humain. En 1 an, l'organisme a déjà sensibilisé 1000 personnes à l'usage de l'IA. Des personnes séduites par une révolution numérique qui apporte autant de réponses qu'elle ne pose de questions. C'est un problème de plus en plus récurrent ces dernières années en France, le désert médical. Les petites communes ont du mal à attirer des médecins et à Plougasnou, dans le Finistère, la commune n'a plus du tout de médecins depuis 1 an. Pour subvenir aux besoins médicaux, 6 médecins et un dermatologue à la retraite assurent tous les matins de la semaine une permanence au centre municipal de santé. Un soulagement bien sûr pour les habitants. Regardez ce reportage de notre partenaire TBO et de notre partenaire TB Sud par Enora Le Nôtre sur place.
13,8. Cela faisait 9 ans que Michel Biette, médecin généraliste, était à la retraite. Des missions de bénévolat à Morlaix ces dernières années lui ont permis de conserver ses connaissances. Conscient de ses limites, il a tout de même accepté de reprendre du service pour pallier au manque de médecins à Plougasnou. Avant tout, c'est mieux que rien. Une population sans médecin, c'est très grave. À nous d'être lucides, et je crois que je suis lucide à peu près tous les jours. Ce qui ne m'empêche pas d'être faillible. La commune de Plougasnou n'a plus de médecins depuis décembre 2023. Alors la mairie a trouvé une solution, employer 6 médecins et un dermatologue à la retraite. Depuis ce lundi, ils assurent une permanence au centre municipal de santé de la ville et la salle d'attente ne désemplit pas. C'est mieux que rien, mais au XXIe siècle, ça me paraît fou d'être arrivé à un résultat comme ça, de ne plus avoir de médecins. La solution est temporaire, 2 médecins devraient poser leurs valises à Plougasnou en septembre. Mais pour les habitants, il était urgent que les soins soient assurés dans la commune, car si certains ont été pris en charge par les médecins des communes voisines de Plouézoc et Longmeur, pour d'autres, la situation devenait critique. On a beaucoup de personnes âgées, on a plus de 30% de personnes qui ont des affections de longue durée, beaucoup de personnes qui se retrouvaient sans médecin traitant. On a une majorité de notre population aujourd'hui qui n'a toujours pas de médecin traitant, donc il y avait un enjeu de santé publique dans la continuité des soins, les renouvellements d'ordonnances. Les médecins vont se relayer et seront 2 à assurer les consultations du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Le dermatologue, lui, sera présent de demi-journée par mois. On disait qu'elles pouvaient se fixer dans les cheveux. En réalité, ça n'est pas vrai. Elles font souvent très peur. Pourtant, c'est une espèce essentielle pour la biodiversité. Les chauves-souris sont menacées et pour les protéger, une initiative est née. La ville de Saint-Dizier a décidé d'agir en faisant le choix de fabriquer et d'instaurer une tour à chiroptère. Une initiative essentielle pour la protection de ce mammifère. Regardez ce reportage de Paul de Watine, de notre partenaire Puissance Télévision. Elles sont souvent craintes, mais les chauves-souris sont une espèce menacée. Lors des 20 dernières années, la population nationale a baissé de 30%. Mais en Champagne-Ardenne, certaines espèces sont en légère augmentation. On explique la baisse des populations de chauves-souris à l'échelle nationale et même européenne par divers facteurs. Le premier, ça va être la régression des habitats. Alors aussi bien des habitats de chasse, notamment la régression des prairies, de pâturés, la disparition des haies, etc. Mais également en termes de sylviculture, la disparition de gros arbres gîtes et puis d'autres facteurs liés encore une fois malheureusement à l'agriculture, mais c'est lié suite à la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation un peu intensive de produits phytosanitaires et notamment d'insecticides. La disparition des chauves-souris a un impact important sur la biodiversité, notamment sur les insectes. Clairement, les chauves-souris sont des auxiliaires de culture, ce sont des réels alliés en termes de lutte biologique, etc. Certaines espèces vont être spécialisées dans la prédation de certains insectes, on parle notamment des moustiques, la problématique du moustique tigre. Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants sur Terre, mais elles ont souvent mauvaise réputation et sont sujettes à des rumeurs. Elles ont mauvaise presse parce que c'est des animaux méconnus qui ont des petits cris un petit peu stridents, qui ont des petites dents pointues bien blanches, bien visibles, qui sont plutôt de pelage assez sombre, alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire, c'est des animaux merveilleux à étudier, c'est pour ça qu'on les appelle les demoiselles de la nuit. Et le simple fait de détruire une colonie, ce qui est strictement interdit par la loi, même quelques individus, il va falloir des décennies et des décennies avant qu'une nouvelle colonie puisse se réinstaller et retrouver l'effectif qu'elles avaient initialement. Pour les protéger, la ville de Saint-Dizier a installé en novembre 2024 une tour à chiroptère. Cet aménagement permettra à ces mammifères d'avoir un habitat en milieu urbain, ce qui se fait de plus en plus rare. On a déjà quelques nichoirs, quelques gîtes à chiroptères d'installer sur la ville. Elles viennent par en dessous et aussi il y a 2 petits trous sur les côtés en haut où ça fait en fait un comble où les chauves-souris peuvent venir s'abriter aussi. Pour la Ligue de protection des oiseaux, la préservation des chauves-souris est un enjeu majeur de biodiversité. L'association rappelle d'ailleurs que si une colonie de chauves-souris loge dans une cave ou des combles, il faut contacter l'organisation et ne surtout pas les expulser soi-même. Et puis cette semaine, c'était Bernard Cazeneuve qui était notre premier invité de la nouvelle saison de Face au territoire sur TV5 Monde. Avec la presse quotidienne régionale, l'ancien Premier ministre a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutez ce qu'il a dit d'essentiel.
Justement, Bernard Cazeneuve, François Bayrou, qui vous a succédé à Matignon, a été très mis en cause cette semaine, notamment par LFI, sur ces affaires de submersion migratoire, parce que beaucoup de pays étant déstabilisés, on voit bien que des mouvements de population pourraient s'opérer, et notamment à destination de la France. Est-ce que vous avez compris cette polémique ? Est-ce que vous soutenez au fond le Premier ministre ? Ce terme, je ne le partage pas. Il ne paraît pas correspondre à la réalité de ce que nous vivons. Il est tout à fait inopportun, compte tenu de ce qu'est le climat dans le pays. Et si l'on veut traiter correctement la question migratoire, il faut dire la vérité aux Français, c'est-à-dire fermeté en reconduisant ceux qui doivent l'être, contrôle aux frontières extérieures et maîtrise de nos frontières, et accueil de ceux dont on a besoin. Il faut aussi le dire, parce que sinon nous ne parviendrons pas à assurer le développement de notre économie. Rigueur, finesse, originalité, voilà des compétences essentielles pour participer au championnat de France des desserts. Chaque année, la compétition révèle les meilleurs talents du pays, à la fois dans la catégorie des professionnels et puis dans la catégorie des juniors. Notre partenaire TL7 dans la Loire s'est invité dans une session de qualification pour la finale Centre-Est à Saint-Chamond. Regardez. Coralie a 20 ans et vient de terminer sa poire Belle-Hélène. Elle a eu 3 heures pour préparer son dessert de restaurant afin de représenter la région Centre-Est au championnat de France de dessert. Ils ont 3 heures pour faire 10 assiettes identiques. Ils partent de l'ingrédient pur, pas mélangé, ils partent du fruit, du légume, pas épluché, et toutes les préparations doivent être faites sur place. Et là on est au moment des envois, donc toutes les 7 minutes, le jury de dégustation va découvrir les assiettes. C'est pour ça qu'ils doivent envoyer parfaitement à l'heure, parce qu'on a des glaces, on a des préparations chaudes, froides. Son dessert, elle le connaît par cœur, comme les 6 autres candidats, et l'étudiante doit respecter à la lettre le dossier envoyé au concours. C'est jouer sur les températures, jouer sur les textures, donc ça c'est important, comme on peut le faire en boutique, et puis avoir des goûts francs en fait. Le plus important, c'est qu'il arrive à reconnaître les parfums de ce qu'il vient de déguster en fait. Hygiène, technique, originalité, le meilleur ouvrier de France est accompagné d'experts pour juger la préparation des candidats, puis place au jury des personnes de la vie courante, mais aussi des professeurs sélectionnés. Et Coralie, en plus d'être à l'heure, marque des points au goût. Intéressant, audacieux, mettre du piment c'est jamais facile. Moi personnellement j'aime bien, peut-être un peu dosé, un peu fort. Je pense qu'il y a des gens qui le trouveraient peut-être un peu trop présent. Et en tout cas ça donne envie d'aller croquer. Ouais. La cuisinière est en pleine année d'études à Chamalières et a décidé de se lancer dans les concours sur son temps libre. Là je suis en mention complémentaire cuisinière dessert de restaurant. Et en fait c'est une année où j'ai quasiment pas de cours, j'ai à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Et j'aurais aimé travailler. Vu que j'ai pas trouvé, je me suis dit autant faire des concours plutôt que rester chez moi à rien faire. Elle finit première et la finale des championnats de France se passera à Rennes les 2 et 3 avril prochains. Ce n'est pas un, mais 2 desserts différents qu'ils devront préparer en 4h50. Il fait la fierté des 300 habitants de ce village de l'Aube. Le moulin de Doche reprend du service après 2 ans d'arrêt. L'arbre moteur, la pièce principale, avait été endommagé à cause de la pluie et du vent. La restauration de ce moulin a été organisée par une association, les Moulins à Vent Champenois. Une très belle histoire qui est racontée par notre partenaire sur place, Canal 32. Le moulin de Doche a retrouvé ses ailes. Le remontage de l'arbre moteur et des ailes a demandé minutie et délicatesse. Ce chantier était exceptionnel tant pour les membres de l'association des Moulins à Vent Champenois que pour les charpentiers. C'est de la charpente mais de la mécanique, donc c'est assez particulier pour un charpentier. En charpente, on travaille à faire des toits qui tiennent des tuiles, enfin c'est assez simple, il n'y a pas de mouvement. Là, il y a toujours du mouvement. C'est des pièces qui tournent, qui bougent, qui vivent, c'est un outil de travail. Tout est réfléchi pour que ça vienne s'emboîter, il y a pile poil la place pour les pièces, c'est de l'horlogerie quoi. Il était indispensable de réaliser ces travaux pour faire à nouveau tourner le moulin après 2 ans à l'arrêt. On a constaté que l'ancien arbre commençait à vieillir par des champignons bruns qu'on appelle. Donc c'est une dégradation du cœur de bois. Et il était temps de s'en préoccuper avant qu'il y ait de la casse. Là, on a opté pour un choix un peu plus moderne avec c'est du lamellé collé chêne qui est beaucoup plus compact, plus lourd en masse cubique, plus durable dans le temps. Le moulin de Doche reste le site touristique incontournable pour le village et une fierté pour les habitants. Le moulin, on s'y attache.
C'est comme un être vivant. C'était très émouvant de le voir abîmé comme il l'était. Et puis là, ça l'est encore plus de le voir renaître. Le coût total du chantier, 58 000 €. Malgré les aides et les dons, il en manque encore 6 000 pour clôturer le budget. Tout don, même petit, est important. Parce que, évidemment, tout a un coût, on a besoin d'argent. Nous, on fait un maximum au niveau du travail, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, tout compenser. Il a fallu moins d'une journée pour remettre en place l'arbre moteur et les ailes. Le moulin devrait pouvoir tourner de nouveau. La cagnotte participative est toujours en ligne jusqu'au 5 mars. Et puis c'est l'histoire insolite de cette édition. Passionné par les trains, Guy s'est offert une gare ferroviaire pour sa retraite. Installé à Ricles dans le Gers, il a réhabilité cette gare désaffectée pour y habiter avec sa femme. À l'intérieur, on peut y trouver des objets de collection accumulés tout au long de sa vie, tels que des fauteuils de TGV ou des panneaux d'affichage. Sa maison est un véritable musée. Un reportage de Salomé Dubar chez notre partenaire de la Dépêche du Midi. Alors nous avons acheté cette gare en 2014 et nous avons vécu dedans à partir de 2015 parce que j'étais encore en activité à Paris. L'acquisition de cette gare est venue par rapport à ma passion des trains électriques, dont j'ai toujours joué aux trains électriques pendant toute ma vie, de l'âge de 10 ans je crois, jusqu'à aujourd'hui, et effectivement en allant sur des salons de modélisme acheter mes locomotives, mes voitures voyageurs. Donc j'ai stocké ça pendant 40-45 ans dans mon garage où j'habitais à Paris. Malheureusement, je ne pouvais plus rentrer mes véhicules. Donc quand est arrivé l'âge de la retraite, j'ai dit à mon épouse, il est absolument et impératif obligatoire pour exposer toutes ces pièces d'acheter une vieille gare parce que dans un appartement ou dans un pavillon, ça n'aura pas lieu d'être. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous et à très vite.